Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous continuons de parler du Mali. Bien malin celui qui pourra nous dire comment cette nouvelle crise dans le pays pourra s'achever depuis le coup de force des militaires contre les autorités civiles de transition, les sanctions pleuvent sur le Mali. Après la CEDEAO, c'est l'Union africaine donc qui a décidé de suspendre le Mali de ses instances dirigeantes. Quelles pourraient être les conséquences de ces sanctions sur le pays? Nous recevons ce soir le docteur Ali Tounkara. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Peut-être avant de commencer cet entretien, pourriez-vous présenter en quelques mots le centre que vous dirigez, docteur? Alors, le Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel est un centre qui s'intéresse essentiellement aux questions sécuritaires dans le Sahel, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent, même si d'autres thématiques telles que le genre et la gouvernance inclusive sont aussi étudiées par le centre. Docteur, on va parler donc du Mali que vous connaissez bien, que vous monographiez presque tous les jours. Lorsqu'on s'étonne du nouveau coup de force des militaires, vous faites partie de ceux qui disent « je ne suis pas étonné que cela soit arrivé ». Clairement, quand on regarde un peu du coup d'État contre le président Keïta août 2020 aujourd'hui, il n'y avait rien de surprenant qu'un autre changement d'ordre constitutionnel s'opère. C'est vrai que les autorités militaires, de d'août à aujourd'hui, ont clairement occupé tous les champs du possible, que ce soit les ministères régaliens, dans le même temps même des fonctions diplomatiques sont aussi exercées par cette élite militaire. Mais surtout, quand on interroge à combien cette élite militaire avait du mal à se fondre dans les fondamentaux de la démocratie, un tel changement brutal n'avait rien d'étonnant. Rappelons quand même que les différentes démarches ou réformes entreprises par l'élite militaire au pouvoir, d'août à aujourd'hui, sont des réformes malheureusement qui n'ont pas été exclusives, enfin inclusives, j'allais dire, sont des réformes qui ont exclu une bonne partie de la classe politique et même une bonne partie également, surtout de la société civile. Donc, en somme, il n'y avait rien d'étonnant qu'un tel changement survienne dans le contexte malien. Vous, ce soir, qu'est-ce que vous dites? Nous sommes dans une rectification de la transition ou dans un énième coup d'État? En toute objectivité, on ne peut pas parler de rectification quand on sait que le facteur déclencheur de ce changement survenu se résumerait dans le fait que des ténors de la junte militaire, en l'occurrence le ministre en charge de la Défense, celui également de la Sécurité intérieure, n'ont pas été justement appelés dans la nouvelle équipe gouvernementale qui avait été mise en place par le gouvernement Mokhtar Ouandé. Je pense qu'on ne peut pas parler de rectification. Si des réformes ou des nouveaux chantiers avaient été amorcés par cette élite militaire, peut-on effectivement accepter cette appellation rectification. Mais du moment où ce sont plutôt des positionnements, ou ce sont plutôt des manquements qui seraient liés au fait que ces deux ténors de la junte militaire se sont vus exclus de la nouvelle équipe gouvernementale Mokhtar Ouandé. Je pense qu'on ne peut aucunement parler de rectification, mais plutôt un coup d'État. Du moment où l'ordre établi est contesté, du moment où les autorités civiles, en l'occurrence le président de la transition, le Premier ministre et d'autres personnalités aussi influentes ont été arrêtés, entendus par ces mêmes putschistes. Donc, aucunement, on ne peut parler d'une rectification. Mais le mot rectification pourrait être beaucoup plus plausible à entendre, mais du point de vue pragmatique, sommes-nous en face d'un changement tout à fait radical. Pourquoi avons-nous l'impression, vu d'ici, vu de la France, vu de l'extérieur, que votre pays, le Mali, est dans une fuite en avant permanente? Concrètement, je pense que ce qui manquerait cruellement au Mali ces 10 dernières années, c'est cette absence de constance, cette absence de cohérence dans les lignes qui ont été choisies et dictées par le Mali. Malheureusement, du coup d'État du général Hamadou Aya Sanogo de 2012 en 2012 à aujourd'hui, s'il y a un constat alarmant dans le contexte malien,
C'est cette absence de vision, de stratégie et même des domaines ou d'axes d'intervention dans la durée. Vous prenez tous les champs du possible. S'agissant de l'offre et de la demande de sécurité, de 2012 à aujourd'hui, la constance et la cohérence manquent cruellement aux différentes stratégies qui ont été amorcées par le Mali. En parlant aussi de différentes réformes, notamment constitutionnelles, toutes ces réformes qui ont été initiées, malheureusement, elles n'ont pas pu arriver au bout du tunnel. Donc tout cela laisse entendre qu'aujourd'hui, dans le contexte malien, sommes-nous en face d'une incohérence prolongée, d'une inconstance quant aux lignes à suivre, quant à la conduite à tenir par l'État central du Mali. Depuis donc ces événements, les sanctions pleuvent sur votre pays, la CEDEAO d'abord, ensuite l'Union africaine ensuite. Même si les sanctions ne touchent pas directement les auteurs du putsch, il y a cette question, est-ce que ces sanctions peuvent être efficaces à court ou à moyen terme? Incontestablement, dans la durée, ces sanctions pourraient impacter sur l'économie malienne. Mais rappelons quand même que de 2012 à aujourd'hui, le Mali vit dans une situation sociopolitique délétère. À force de vivre l'insécurité, à force de traverser des crises de toutes sortes, le Mali est devenu finalement un pays à la limite indifférent à ces différentes formes de sanctions. Un pays où sévissent les groupes radicaux violents, un pays où nous assistons à des soulèvements sporadiques ça et là. Naturellement, les sanctions sont perçues par un nombre important de Maliens comme un non-événement, par le simple fait que, vu tout ce calvaire de 2012 à aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, tout en rappelant aussi cette urgence sanitaire qui a également mis davantage le pays à terre. Donc, en somme, à force de perdurer dans les différentes formes de conflictualité, dans les différentes formes de violence, ces sanctions symboliques et économiques qui sont aujourd'hui infligées à la fois par l'Union africaine et par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les Maliens, à la limite, sont indifférents face à ces différentes sanctions. Mais c'est vrai que rappelons quand même que dans la durée, incontestablement, quand on sait qu'aujourd'hui, la CEDEAO, à travers l'Union africaine, se trouve quand même au chevet du Mali depuis la crise de 2012, notamment sous la coupole des Nations Unies, la MINUSMA. De la même manière également, on sait que il y a quand même toute une représentation de la CEDEAO à travers le MIS Sahel qui joue aussi un rôle extrêmement important en termes de cohésion entre les Maliens, en termes même justement de redéfinition de ce qu'on pourrait qualifier de politique publique. Donc tout cela, effectivement, pourrait être impacté par ces sanctions qui viennent d'être infligées par le père. J'entends bien que les Maliens, le citoyen lambda ne soit pas très concerné, en tout cas dans l'état actuel des choses, par les sanctions prises par les institutions sous-régionales et continentales. Juste une question, quand la France hausse le ton par l'intermédiaire de son président et menace de retirer les troupes de l'opération Barkhane du Mali, est-ce que c'est une voix qui est entendue par les Maliens, par la junte au pouvoir, ou bien la France prêche dans le désert? Alors, rappelons quand même que la France remplit une fonction vitale en termes de retour à une paix durable dans le Sahel et au Mali en particulier. Mais au nom de cette lutte contre les groupes radicaux violents, les enjeux vont au-delà des frontières maliennes. La France, au nom de la lutte contre les groupes terroristes, arrive justement à préserver les intérêts de certaines de ces firmes, de ces compagnies, en l'occurrence Areva et Total et d'autres structures françaises qui interviennent dans le Sahel. Mais dans le même temps, au nom aussi de cette lutte contre le terrorisme, il faut quand même le rappeler également, la France arrive à stopper la migration clandestine. On sait que toutes les routes clandestines qui sont empruntées par les candidats à la migration vers les eaux méditerranéennes sont des routes aujourd'hui qui sont sérieusement sous le contrôle des éléments de la force Barkhane. Dernier point également, s'agissant aussi de cette présence française dans le Sahel, rappelons-le quand même, les États sahéliens, aux yeux de la France sont des États défaillants. Donc la probabilité est forte que des attaques terroristes soient planifiées et perpétrées sur le sol français ou sur le continent européen. Donc tout cela expliquerait le pourquoi aujourd'hui
une présence française dans le Sahel est une présence justement qui est à revoir avec pondération, qui est à revoir avec, je pense qu'avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup, si vous voulez, beaucoup d'objectivité. Donc la France n'est pas là, elle n'est pas présente que pour le Sahélien, elle est aussi présente pour le Sahel parce qu'elle a des intérêts qui sont à préserver notamment. Ce que vous dites, c'est que la France peut faire mine de vouloir partir du Mali et de la zone sahélienne, mais elle ne peut pas se couper elle-même son bras parce que c'est un bras sécuritaire qui est étendu jusque dans le Sahel. C'est ça que vous êtes en train de nous dire là. Incontestablement, rappelons quand même que au nom de cette lutte contre les groupes radicaux violents, la France arrive à asseoir davantage sa domination à l'échelle mondiale. De la même manière également, tous ces États aujourd'hui en proie aux attaques terroristes se sont retrouvés par le fait des événements à la limite un peu dépendants, voire inféodés du dictat français. Donc je pense que vouloir brandir un possible retrait immédiat des troupes françaises dans le Sahel, soit on est dans le déni, soit on est Dans du bluff. Clairement dans le bloc, parce qu'effectivement, on sait que la France, incontestablement, elle remplit une fonction tout à fait intéressante dans cette lutte contre les groupes radicaux violents, mais en dépit de ce rôle, reconnaissons aussi quand même que beaucoup de ses intérêts sont aussi préservés au nom de cette lutte contre le terrorisme. Attardons-nous quelques instants. On est bien d'accord, vous et moi, là maintenant, que Assimi Goïta ne veut plus quitter le pouvoir et veut demeurer président. Clairement, au regard de l'évolution récente de la situation sociopolitique, incontestablement, le colonel, l'ancien putschiste Assimi Goïta s'est vu légitimé par la Cour constitutionnelle. Pour rappel, les 9 sages de la Cour constitutionnelle ont quand même acté justement son statut du président de la République, la transition. Donc, incontestablement, ces statuts liés aujourd'hui légitimés par les institutions de la République et dans le même temps, il faut aussi quand même le rappeler, par un nombre important de Maliens qui peinent à se retrouver aujourd'hui dans l'élite politique. Du coup, s'il n'a plus très envie de partir du pouvoir, est-ce qu'on lui prêterait d'autres ambitions cachées? C'est vrai qu'à la lecture de l'évolution de la junte militaire au pouvoir d'août 2020 aujourd'hui, des hypothèses majeures restent à avancer. La première, sommes-nous en face d'une élite militaire, malheureusement, qui aurait un agenda différent de celui qu'aurait un nombre important de Maliens s'agissant de la tenue des élections générales, crédibles, transparentes, en passant également par des réformes institutionnelles, même administratives, inclusives. À ce niveau, effectivement, l'agenda de l'élite militaire apparaîtrait comme un agenda très flou, comme un agenda très ambigu. Un autre aspect important qui pourrait nous amener à la deuxième hypothèse, jusqu'ici quand même, cette élite militaire, elle ne s'est jamais engagée ouvertement de ne pas prendre part aux élections à venir, même si la charte de la transition est claire que ni le président ni le Premier ministre ne pourraient prendre part aux futures élections. Mais à ce niveau, de rumeurs font état d'une possible candidature du colonel Goïta, lesquelles rumeurs, malheureusement, n'ont jamais été démenties par le concerné lui-même. Donc tout cela laisse entendre que même si l'élite militaire au pouvoir aujourd'hui n'a pas l'intention de s'éterniser au pouvoir, en tout cas, aucune garantie n'est donnée à ce que le Mali assiste au terme de cette transition à des élections transparentes et inclusives, à des élections où cette partie de l'élite au pouvoir ne serait pas partie prenante. Je pense que ce sont aujourd'hui des questions auxquelles beaucoup de Maliens se posent. Et l'autre question qu'on était en train de se poser, c'est de se dire, cet attelage que nous allons avoir désormais, militaire à la tête du pays, avec un Premier ministre qui est civil, c'est pour bientôt ou pas? Alors, je pense qu'au regard de l'évolution de la situation sociopolitique, il n'y a rien d'étonnant que les aides qui vont suivre, qu'on nous communique le nom d'un Premier ministre issu de la classe politique ou de la société civile, mais plutôt du M5. Je pense qu'à ce niveau, quand même,
l'élite militaire a été claire. Le choix a été donné au M5, qui est quand même le mouvement à l'origine du départ forcé du président Keïta, de désigner un premier ministre à ce niveau également. Et le nom du docteur Choguel Maïga se trouverait sur toutes les lèvres. Donc, le choix d'un premier ministre consensuel est clairement aujourd'hui à la limite acté. Maintenant, tout l'enjeu demeure au choix des hommes et des femmes qui vont rythmer cette nouvelle équipe gouvernementale de la transition. Parce qu'on sait pertinemment que dans le contexte malien, au regard du passé, très peu, on a, en tout cas de façon très rare, on a choisi des hommes et des femmes en fonction de leur pertinence et en fonction de leur efficacité quant aux éléments de réponse à apporter aux différentes souffrances auxquelles les Maliens font l'objet. Mais plutôt, sont des choix qui ont pour nom la proximité, sont des choix qui ont pour nom, effectivement, on est proche d'un imam ou on serait proche d'un officier supérieur. Or, lorsqu'un pays traverse une telle crise asymétrique, il me paraît quand même important, voire pertinent, de porter le choix sur des hommes et des femmes en termes de leur capacité, en termes de leur pertinence et surtout de leur légitimité et non des accointances politiques ou militaires. Docteur Tounkara, Choguel Maïga, Premier ministre du Mali, c'est un bon choix ou pas? Très rapidement, on va conclure. Alors concrètement, rappelons quand même que le M5 reste l'un des rares mouvements, qu'il soit politique ou associatif, bien structuré dans le contexte malien. C'est vrai que si tous les mouvements dans le contexte malien ont un problème commun, c'est cette question de légitimité. Qu'on soit religieux, qu'on soit politique aujourd'hui, malheureusement, très peu d'acteurs apparaissent aux yeux des Maliens comme légitimes. Les M5, ne serait-ce qu'une partie du peuple malien, continue quand même à l'accorder du crédit. Très bien. On va conclure notre entretien, docteur Tounkara. Comment on sort de cette crise? La solution idéale pour vous? À cette question, deux éléments me paraissent importants. Le premier, il faudra que le Mali arrive à définir des visions, des stratégies dans la durée. Malheureusement, quand on regarde le début de la transition aujourd'hui, malheureusement, l'impression qui est donnée, c'est cette absence de direction empruntée. C'est cette absence de l'horizon auquel on entend diriger le pays. Dans le même temps, comme second élément, qui est extrêmement important également, il faudra que les Maliens arrivent à un moment donné de s'accorder sur le minimum de consensus, lequel minimum de consensus, effectivement, ils doivent, hommes et femmes, politiques, non politiques et religieux, doivent le respecter. Mais malheureusement, dans le contexte malien, ni la charte de la transition, ni la constitution aurait une prééminence sur les singularités. Donc, un État sans référentiel institutionnel est un État, malheureusement, qui risquerait d'assister à ces funérailles. Donc, au Mali, aujourd'hui, malheureusement, aucun référentiel aurait une prééminence sur les velléités, aurait une prééminence, justement, sur ces intérêts parfois égoïstes auxquels les hommes politiques, les militaires, la société civile font l'objet. Très bien. Docteur Ali Tounkara, merci. Merci. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous depuis Bamako. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Merci d'être venu partager avec nous votre point de vue sur la nouvelle crise que traverse votre pays, le Mali. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment sur Télésud. Bonne suite de programme. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien.